La vie florissante d'un saint homme africain. Une présentation de l'Humilitas bâtisseur Franceline Ngoma Pef. Les pèlerins de la foi, les Émiliens serviteurs de la cité de Dieu. C'est parti. Digne fils d'Afrique, louable citoyen et patriote congolais, homme de grande foi, d'espérance, de charité, de paix et d'unité, membre zélé du corps du Christ, l'Église, Émile Cardinal Biaenda fut un fervent catholique qui a marqué l'histoire ecclésiale et citoyenne de son époque
une histoire sainte qui retentit jusqu'à nos jours. De la jeunesse à son incorporation au Christ Jésus à travers le baptême du sacerdoce ministériel à son cardinalat, cet honorable enfant du peuple Congo, issu de la région du Poul, a consacré sa vie entière en témoignant d'une immense foi au Christ ressuscité d'entre les morts et à son Église, une sainte, catholique et apostolique. En suivant l'exemple de son divin maître et de ses prédécesseurs en ce merveilleux périple de la vie chrétienne, il s'est approprié non pas seulement des vertus évangéliques, mais aussi de celles cardinales et théologiques, en faisant d'elles le principe fondamental de son existence. Le fait de répondre positivement à l'appel de sa vocation chrétienne et sacerdotale, qui consistait à porter à toutes les nations la bonne nouvelle du Seigneur son Dieu, il a ainsi accepté volontairement les humiliations, les insultes, les moqueries, la flagellation et donc le chemin passionniste conduisant à la croix puis à la mort de martyr. Finalement, au nom de la ténacité de sa foi en Dieu et en l'Église, de sa charité inventive, de son amour inconditionnel, de son vibrant combat pour l'unité et pour la paix de son peuple, et enfin de son espérance pour la béatitude céleste, Émile Cardinal Gayenda a été lâchement assassiné. Fier de l'élever au rang de nos ancêtres dans la foi, Émile Cardinal Gayenda est dorénavant pour nous un modèle à suivre, un lumineux leader spirituel, un patron idéal en qui l'on se confie et qui d'ailleurs inspire notre enthousiasme spirituel et charismatique. Oui, Tata Gayenda fut un véritable éminent pèlerin de la foi, un humilitas serviteur de la cité de Dieu. L'arrivée à bon port. Après un cours d'un excellent voyage de 9 mois, l'épouse de Tata Marie-Albert Semo, née Joséphine Biella, arrivait à bon port lors d'un brillant jour de l'année 1927, en donnant naissance à son petit champion, avec une énormissime émotion, tendresse et jubilation. Bien que la date de naissance de cet enfant nouveau-né soit inconnue, il est tout de même vrai qu'il naquit à Malé-la-Bombé, précisément au village Mfikabitungu, à Mhangala, aux environs de Vinza, dans le district de Kinama, notamment dans le département du Poul, en République du Congo. Dès la jeunesse de ce sublime avènement, le bonheur carburait dans le ciel familial de Tata Semo pour la naissance bellissime de leur troisième fils, au visage angélique, qui aisément s'était abandonné en leurs bras procréateurs. C'est bien le nommé Biayenda,
de nationalité congolaise, au regard pétillant, au sourire ravageur, prémisse d'une prospérité irrécusable qui prendra le prénom d'Émile le jour de son baptême au nom de la Trinité Sainte. Généalogiquement, il faut dire qu'après la naissance d'Émile Biayenda, 3 autres enfants naîtront ensuite de cette famille. Joachim Mobindou, Antoine Miekuntima et Solange Lozi. Avant lui, nous notons les noms de ses aînés, Martyr Milongo et Jean-Baptiste Ngoma Semo, d'où la composition d'une fratrie et d'un nœud au foyer dont sont issus 5 garçons et une fille sous la paternité de Tata Marie-Albert Semo. Son père Marie-Albert Semo, originaire du village Mfikabitungu, affilié à la famille Kaunga, fut choisi en 1935 par l'administrateur Kadek pour devenir policier rattaché à la cour du chef de canton Tankata à Pangala. De caractère ferme, intransigeant, mais aussi autocrate envers ses enfants ainsi qu'envers tout le monde, Marie-Albert Semo s'opposait catégoriquement aux études de son fils Émile Biayenda. Lui-même le soulignait en disant « Eh bien moi, papa ne voulait pas que j'aille à l'école. » Pendant que ses 2 grands frères étudiaient déjà dans une école catholique à 1 ou 2 kilomètres de leur habitat. C'est finalement plus tard qu'il donnera son accord après que Biayenda ait rompu un matin les menaces que lui proférait son père contre sa projection écolière. Sa mère, Joséphine Biyela, originaire comme son époux du village Mfinkabitungu, affiliée cette fois-ci à la famille Kindamba et non Kaunga, fut une ménagère, femme et mère au foyer, comme ça a été jadis le cas dans nos villages. Toutefois, l'on peut dire d'elle qu'elle était une femme à l'apparence battante, une épouse et une mère aux allures exceptionnelles qui se cultivait à sa façon. Cependant, en parlant de sa mère, Émile Biayenda témoignait qu'elle fut une bonne, tendre, dévouée et aimable maman qui couvrait jusqu'au bout de plus bons soins à ses enfants, qui durant toute sa vie s'était dévouée corps et âme à ses accomplissements maternels. Et quand elle quittait ce monde à jamais pour l'éternité, le 3 ou le 7 septembre 1942, pendant qu'il se retrouvait aux études primaires à Kibwende, très loin de son village, Émile Biayenda, son 3e fils, recevait la nouvelle avec grande tristesse. Pour ce fait, habité par la force de l'Esprit Saint, il s'exprimait par des mots quelquefois accablants, mais appuyés par les vertus théologales de foi et d'espérance. La sainte et divine providence plongeait en deuil toute notre petite et pauvre famille. Chance et consolation suprême furent souhaitées à ceux qui entendirent le léger bruit de son dernier soupir, qui reçurent son dernier regard, qui l'accompagnèrent au lieu de vénération
où désormais reposait sa dépouille. Cette triste nouvelle martyrisa vraiment mon cœur. Elle me pétrifia et faillit rompre en moi tout goût de continuer les études. Heureusement, la nouvelle qu'elle avait reçu le sacrement de baptême des mains de l'infirmier Benoît Nkouka me consola à tout jamais. Maman était morte baptisée sous le patronage de Sainte Joséphine, d'où son nom, Biyela Joséphine. Je me remets entre les mains bénies du Père éternel. À l'âge de 2 ans, en 1929, les parents du petit Biayenda décidèrent d'aménager aux environs de 30 km du village Congo, qui prit bien après l'appellation de Bikoubi, en recherche d'une terre fructueuse et d'une forêt où abondait l'ensemble de gibier. Vers ses 6 ans, en 1932, avec ses 3 frères, il s'adonnait aux différentes activités du village: balade en forêt, recherche des feuilles comestibles, apprentissage des pièges aux rats palmistes, intoxication des ruisseaux pour appréhender du poisson, etc. Il faut dire qu'à cette même époque-là, les gens de son village le considéraient tantôt comme un grand magicien, tantôt comme le grand chef du village, à cause de ses fantaisies qui tombaient souvent correctes. À ce propos, il racontait: la chasse était fréquente, mais je n'y allais pas. Mon âge en était la cause. Dans le village presque désert, j'y restais seul, passant la plupart de mon temps à asperger du vin la statuette en bois qui était sans doute consacrée au fétiche, afin que la chasse soit bonne. À leur retour, les chasseurs me demandaient de deviner le nom de l'endroit du morceau de gibier caché sous les feuilles. Comme je viens de le dire ci-dessus, ma réponse était le plus souvent exacte, et l'une des pattes de l'animal que je prenais pour Quito au lieu de Kolo m'était toujours réservée. Quand avec le temps, son père devait intégrer la cour du chef de canton ou de l'administrateur cadet Tankata, en tant que policier, la famille de Tamari Albert Semo était obligée de partir douloureusement de cette terre fructueuse, y compris de cette forêt où foisonnait du gibier, pour s'installer à Mpandala. Des environs de 30 km du village Congo devenu Bikoubi, il ne restait que pour la dite famille des vestiges du passé, un simple souvenir. Dans la cour de l'administrateur Kadek, où elle logeait, dominait généralement une ambiance ébouriffante, qui permit au petit Biayenda ainsi qu'autres enfants du dit poste de participer aux différents jeux d'adolescence avec les 2 enfants de l'adorable dame Kadek. Natif donc du village Finkabitu de Mpandala, en République du Congo, fils de Tata Marie Albert Semo, sorti plaisamment du ventre de sa mère Joséphine Biyela, l'enfant Biayenda suivit une moitié des allures de ses parents, de ses géniteurs en bon villageois. Mais au fond, résidait en lui quelque chose de plus fort. Pour en savoir davantage, il s'entraînait passionnément
sur le circuit ardu de la vie humaine, intellectuelle, spirituelle et sociale en acquérant des compétences naturelles efficientes. C'est finalement en appui à cette optique que le maître Léon Mundanga s'engagea d'emmener à la mission catholique le jour de la Pentecôte de l'année 1937 quelques enfants, y compris le petit Biayenda, pour suivre les cours élémentaires, scolaires et catéchétiques. Dès lors, il fut admis au sacrement de l'initiation chrétienne qu'il expérimenta avec beaucoup d'héroïsme et de pureté. Ainsi, le samedi 7 mai 1938, il reçut le sacrement de baptême par les mains du révérend père Jean-Marie Morvan dans la chapelle Saint-Théophile de Kindamba à l'âge de 11 ans. Sur cette expérience baptismale, il écrivit: sur mon front coulait une eau claire, sur ma main brillait une lumière vive, et mon nom de Biayenda trouvait un compagnon, Émile. Devinez, c'est mon baptême, ce baptême qui, à partir de ce jour, me faisait appartenir entièrement à Dieu et à la Sainte Église catholique, ce baptême qui me débarrassait ce jour-là du péché originel et de toutes ses convoitises. Vive ce grand jour. Le lendemain, précisément le 8 mai 1938, il reçut le sacrement de la très sainte Eucharistie, la communion. Poursuivons, 11 mois plus tard, le 19 avril 1939, le chrétien Émile Biayenda clôtura le cycle des sacrements de l'initiation chrétienne à travers celui de confirmation reçu à Kindamba, à proximité de son village natal. Un parcours estudiantin. Sur les traces intellectuelles de ses frères aînés, Martyr Milongo et Jean-Baptiste Ngoma Semo, le petit Émile initiait un parcours estudiantin régulier et acquérait une connaissance intellectuelle beaucoup plus large. À son époque, étant donné que la pauvreté de moyens de transport était au rendez-vous, beaucoup plus à l'intérieur de son pays, le petit Émile avait malgré tout l'amour de parcourir d'innombrables kilomètres à pied et en pirogue pour se rendre à l'école et tentait d'adapter son cursus scolaire avec ses ressources de bord. Assurément, il résistait au dur labeur du trajet routier et fluvial, confrontait parfois la famine et l'affaiblissement physique. Cependant, tout commença vers la fin de l'année 1935, période où le goût des études scolaires naissait dans le cœur du petit Émile au détriment de ses divertissements. Ainsi, l'occasion lui a été offerte lors de la fête de Pentecôte de l'année 1937, quand le maître Léon Mundanga décida de conduire quelques enfants à la mission catholique de Kindamba dans le but de suivre les cours élémentaires scolaires et ceux du catéchisme. Parmi ces enfants figurait le petit Émile Biayenda. C'est alors que s'ouvrit pour lui un cursus scolaire
par sa propre initiative, puisque déjà, dès le départ, son père s'opposa fermement à toute démarche estudiantine avant de lui ouvrir plus tard cette porte de bon gré. Un matin, violent contre les menaces de papa, disait-il, je me rendis à l'école et je fis inscrire mon nom au moniteur. Craignant les reproches des miens, ce ne fut que vers les 11 heures que je reviens à la maison au lieu de rentrer à 9 heures ou 10 heures. Et on constatait que je me rendais à l'école. Eh bien, me dit papa, te voilà maintenant rendu à l'école, je te l'ordonne volontiers, mais à condition que tu poursuives les cours avec entrain. En effet, au début de son parcours scolaire à l'école de Kindamba, le renommé Émile Biaïda s'appliquerait avec franchise à la recommandation de son père en faisant de toutes ces matinées les heures les plus agréables de son enfance, qui non pas seulement accomplissait son rêve de pouvoir s'asseoir sur le banc de l'école, mais aussi et surtout celui de porter jalousement sur ses aisselles le petit livre au fin de le manger intellectuellement. C'est donc sur la base sérieuse de son rêve le plus déterminant qu'il réussira d'assimiler près de 6 mois toutes les notions préliminaires par lesquelles il accédait au syllabaire de première année, en passant bien évidemment par l'alphabet Papa Draghi, soutenait-il. Grande fut ma joie en arrivant un jour à écrire Malela Bobé et tous les noms de mes parents, ajoutait-il. Après son admission au petit concours, l'écolier Émile suivit avec performance le cours préparatoire de 2e année, tandis que nombreux de ses amis abandonnèrent le parcours estudiantin pour retourner au village assurer l'activité champêtre. Ça se passe toujours en 1937. Passé au cours élémentaire de 1re et 2e année, qui devrait lui coûter 2 ans à partir de 1938, il redoubla malheureusement en 1940 au concours élémentaire de la 2e année effectué à l'école Jeanne d'Arc. Compté parmi les écoliers qui devraient aller poursuivre à dater du 29 avril 1942 le cycle primaire de SEM à Kibwene, toujours dans la région du Poul, au sud de la République du Congo, l'écolier Émile projetait déjà joyeusement la réalisation de son utopie, qui consistait à devenir petit séminariste. Sur ce point, il déclarait: je voulais en perspective, au travers de mes 2 années, 1942 et 1943, ma rentrée au séminaire en 1944. Que Dieu soit béni. En effet, dès cette date, accompagné de mes 3 compatriotes, Adolphe Nouri, Marcel Malonga, Antoine Ngoma et moi-même, je me rendais à l'œuvre. Quitter Kindamba pour se rendre à pied à Kibwene laissait à désirer, mais l'espoir d'aller suivre le SEM et d'atteindre plus tard les cours du séminaire me voilait toutes les difficultés du parcours. Dès le début du mois de mai, les classes ouvrirent leurs portes
et le SEM nous reçut. Les difficultés dans toutes les carrières ne manquent pas dans ce nouveau cours. La science acquise aux bases classes s'était disproportionnellement différenciée à celle de ce cours. Ce ne fut que plus tard que nous saisissâmes peu à peu ce que ce cours voulait nous apprendre. Pendant cette étape importantissime du SEM, tandis qu'il attendait la publication des résultats de l'examen de passage du SEM2, reporté à une date ultérieure, le petit écolier Émile profitait de faire un tour au pays natal, Pangala, à l'effet d'aller non pas seulement s'incliner et prier pour la première fois devant la tombe de sa regrettée maman, Joséphine Biyela, mais aussi pour revivre ce moment tragique de sa vie par des larmes de tristesse. De retour à Kibwende, ayant déjà pleinement intégré en lui le règlement intérieur et les coutumes traditionnelles de cette structure scolaire, apparut subitement une annonce bouleversante autour du 24 mai 1943. La mort du directeur des vocations sacerdotales et religieuses indigènes, professeur, musicien à l'école Saint-François Xavier de Boundi. C'est monsieur l'abbé Eugène Tabou, l'un des deux premiers prêtres missionnaires indigènes du Congo français. Cette triste nouvelle a failli rompre l'élan scolaire et vocationnel du petit Émile Biayeda. Heureusement, pris par la main de son directeur, le révérend père Raymond de la Mouraire, il valorisa la vertu de l'espérance en la vie éternelle en confiant entre les mains bénies de notre Père éternel l'âme de monsieur l'abbé Eugène Tabou. Cette expérience de vie lui permit sans doute de persévérer ardemment à son projet de vie. Après ce fameux bouleversement de la mort de monsieur l'abbé Eugène Tabou, l'écolier Émile, ressortissant du Sud, franchira progressivement, mais sûrement, à partir du mois d'avril 1943, les portiques de la ville de Boundi, dans le nord du pays, où il donnera la chasse à ses cours du SEM2 pendant 2 ans, dans le but d'atteindre le summum de son plus noble objectif, l'entrée au petit séminaire de Mbam. Au bout du compte, il foula ses pieds sur la ville de Boundi ensemble avec ses camarades d'école le samedi 27 juin 1943 et en sortira avec la flamme inconsumable du désir sacerdotal. À ce sujet, il expliquait: un samedi de la veille de la fête Dieu, le 6 juin 1943, à 10h30 du matin, tout disciple du SEM de Kibwende s'était tenu à bord du bateau au gagneur pour se rendre à Boundi et poursuivre ses études. La joie de naviguer sur le fleuve Congo, de contempler le paysage du haut fleuve et du pays Mboshi, de recevoir nos connaissances déjà installées à Boundi, de visiter au terme de notre voyage la tombe de monsieur l'abbé Eugène Tabou, s'était emparé de nous et nous faisait oublier la douleur des piqûres, des marangouins et la fatigue de notre long voyage qui dura 22 jours. C'est le samedi 27 juin 1943 que la mission de Boundi nous embrassa. Comme dans tous les cours, notre mariage avec ce dernier devrait durer 2 ans.
C'est vraiment un mariage que nous avions établi avec secours, car nous ne l'avions quitté aucun jour durant 2 ans. Nul ne s'ennuyait d'y entrer et d'y rester étudier aussi longtemps qu'il lui était possible. Les vacances nous permettant de recevoir le pays natal n'y existaient pas. Voyons qu'elles occasionneraient de lourdes dépenses. Les sorties scouts et les promenades de jeudi et dimanche seuls nous permettaient de visiter l'extérieur de la maison. Un jour, nous allons visiter la mission de Leketi ayant pour patronne Notre-Dame. Le manque de prêtres dans cette mission nous attrista. Chemin scolaire faisant, s'approcha alors le jour de l'examen. C'est à la tombée du lundi 21 février 1944 que l'écolier Émile ainsi que ses camarades de classe se mirent en route à pied vers la ville de Fort-Roussé, aujourd'hui au Rwanda, capitale du département de la Cuvette en République du Congo, où ils devraient passer coûte que coûte leur examen relatif au certificat d'études primaires indigènes, CEPI, prévu le samedi 26 février 1944 de 8 h du matin à 7 h du soir. À cet effet, il affirmait: les mois s'écoulèrent comme les secondes, et un lundi du 21 février 1944, nous nous mirent en route pour Fort-Roussé. Le parcours à pied fut très pénible et dura 4 jours de marche. Chacun offrit à Dieu les souffrances endurées et se souhaita la grâce de passer un bon examen. C'était le jeudi 24 février 1944 que nous arrivâmes à Fort-Roussé, où nous subîmes les épreuves du certificat d'études primaires indigènes le samedi 26 février 1944 de 8 h du matin à 7 h du soir. Nous eûmes comme examinateur notre père directeur, l'administrateur de Fort-Roussé, l'instituteur indigène de l'école laïque de Fort-Roussé. Tout se passa bien, quoique les copies furent envoyées à Brazzaville, où elles allaient être corrigées par la Direction générale de l'enseignement du Moyen-Congo. 2 jours après l'examen du CEPI, l'administrateur de la zone mettait à la disposition des écoliers l'une de ces grosses pirogues de 5 tonnes, le lundi 28 février 1944, pour permettre à ceux-ci de rejoindre la ville de Mosaka en passant sur la rivière Kuyou et Likwala, dans l'unique objectif de reposer leurs pieds sur la ville capitale, Brazzaville, avant de progresser dans leurs villages respectifs. Pour cela, Émile Biayeda nous relate le déroulement du dit voyage. Une équipe de 10 pagailleurs devait diriger l'embarcation. La navigation allait durer 5 jours. Cette fois, le voyage fut très incommode, bien qu'on eût dans la tête l'idée de revoir le pays natal. L'argent y était, mais la faim, car les vendeurs faisaient complètement défaut. Le jeudi du 2 mars 1944, la veille de notre arrivée à Mosaka, sur la Likwala, vers 18 h, une tempête avait failli nous emporter au fond des eaux. Sur ce, je me rappelais du sort des apôtres avec notre Seigneur. Mais la protection de Notre-Dame du Perpétuel Secours nous sauva. Vendredi 3 mars fut notre entrée à Mosaka. Le lendemain, c'est-à-dire le samedi 4 mars, notre chance nous permit de dire adieu à Mosaka
et de nous installer à bord d'Ogagneur pour regagner Brazzaville. Grande fut notre joie en nous retrouvant ce jour-là à bord de ce même navire qui en 1942 nous avait amenés pour la première fois de Brazzaville à l'embouchure de l'Alima Nkunda, où nous avons pris alors plus tard le petit caboteur qui assure le service commercial de Mosaka à Okoyo sur la rivière Alima. Le capitaine M. Alphonse du bateau fut lui aussi très content de revoir ses chers enfants. Durant le trajet de 4 jours, il fit son possible pour nous trouver quelque chose à nous satisfaire. C'est le mardi 7 mars que le bateau jeta l'ancre devant la douane de Brazzaville. Au même jour, nous nous présentâmes à Monseigneur Paul Biéchi, qui fut heureux de voir sortir de notre petit groupe 7 futurs petits séminaristes. Il nous accorda quelques jours de vacances et donna aux futurs petits séminaristes la date de leur prochaine entrée au petit séminaire. Et comme la ville de Brazzaville n'était pour lui qu'une passerelle pour revoir son pays natal, le brillant élève Émile retrouvait la ville de Kindamba le mercredi 8 mars 1944 avant de se rendre à Mpangala. Aussitôt arrivé, il se rendit à la maison catholique et avait non pas seulement illuminé ses premiers pas scolaires, mais qu'il avait également inculqué une formidable éducation chrétienne et morale en vue de présenter ses civilités aux révérends et leur faire part de son parcours, ainsi que de son voyage. En le voyant rentrer dans la cour de la maison de la mission, où il passera seulement 5 nuitées, les frères et les prêtres s'en explosaient de joie et s'en félicitèrent de son parcours estudiantin, aussi bien du mûrissement du choix de sa vocation sacerdotale. En quittant malheureusement la mission 6 jours après, le 13 mars 1944, l'enfant de ses parents, Émile Biayeda, se dirigeait vers la case familiale à Mpangala pour revoir les siens. Toutefois, à l'absence de sa mère déjà repartie dans la sainte demeure céleste, il éprouva une immense joie en retrouvant ses parents au village pour leur parler de ses exploits scolaires et de l'expérience vécue au cours de ses nombreux voyages. Malencontreusement, il ne restera pas longtemps au milieu d'eux, dans la mesure où, en bon chrétien, il devrait impérativement repartir à la mission catholique de Kindamba pour vivre en live la messe des rameaux et la semaine sainte. À cette occasion, il laissait entendre: celle-ci, en parlant de sa famille, me reçut à bras ouverts. Nous ne nous entretenâmes que pendant très peu de temps, car il me fallait passer le dimanche des rameaux 2 avril et les fêtes pascales à la mission catholique de Kindamba. Je quittais donc mes chers bien-aimés parents le 31 mars, puis que le trajet de Mpangala à Kindamba nécessite 2 jours de marche à pied. Mon emploi du temps durant mon séjour à Kindamba fut agréable. Avant de me rendre au séminaire, je crus nécessaire de passer d'abord par Brazzaville, et en effet, le jeudi 13 avril, je quittais ma chère mission. Le voyage se fit de Kindamba à Amon à pied et d'Amon à Brazzaville en train. Quel agrément! Le samedi 15 avril, je me trouvais à destination. Je pris contact avec les connaissances pendant 4 jours.
Et le mercredi 19 avril, je pris de nouveau le train avec des amis séminaristes pour entrer à Mbam. ouverture à la vie sacerdotale. Dès son adolescence, naissait déjà la vocation sacerdotale dans la vie intérieure du petit Émile, d'autant plus qu'avant même de le façonner dans le sein de sa mère, le Seigneur le connaissait. Avant qu'il vienne au jour, il a consacré
il a fait de lui un prophète pour les nations. Jérémie au chapitre 1er, le verset 5. Et ce choix vocationnel prendra progressivement forme en lui dans sa vie quotidienne. Lui-même dénotait cela par ces mots. La vocation sacerdotale avait déjà pris possession de moi. Les chers révérends frères qui me la devinaient me l'alimentaient. L'amour d'évangéliser le pays, de faire aimer le bon Dieu de mes parents, de mes amis et de mes ennemis m'enlevait le goût de l'argent et de tous les biens terrestres. Le 20 avril 1944, à 17h30, était la date la plus prestigieuse du petit Émile Biaïda, car c'est ce jour-là que s'accomplissait son rêve de tous les temps, entrer au petit séminaire, devenir séminariste. Envoyé par Monseigneur Paul Biéchi, il marcha enfin cette soirée-là sur le sol du petit séminaire Saint-Paul de Bamou, dans le département du Poul, au sud du pays, ensemble avec quelques camarades de sa promotion scolaire, ainsi que ceux venus d'ailleurs. Là, il passera 6 années riches de formation intellectuelle, morale et spirituelle, du 20 avril 1944 au 15 juillet 1950. Émerveillamment, il retraçait la genèse de son nouveau parcours en s'écriant: tout me parut beau, mais la rudesse du règlement du séminaire m'effraya. Les révérends pères Rameau et Jean-Marie Morvan, mon bâtisseur, et tous les séminaristes nous abordèrent et nous souhaitèrent la bienvenue. Le séjour allait durer jusqu'au 15 juillet 1950, date de notre fin du petit séminaire, avant notre entrée au grand séminaire Liberman du Douai le 12 octobre 1950. Il s'y est de notifier que le petit séminariste Émile Biaïda s'est fait distinguer par son savoir-vivre, son humilité, son obéissance, son assiduité au cours, sa pauvreté de cœur et ses prouesses aux différents examens écoliers durant toute l'étape de son petit séminaire. Au bout de compte, au sortir de son cycle du petit séminaire Saint-Paul de Bamou, le 15 juillet 1950, le séminariste Émile Biaïda, pour chasser son parcours vocationnel et formatif au grand séminaire Liberman du Douai à Brazzaville, en République du Congo, où il séjournera pendant 8 ans jusqu'en juin 1958. À cet égard, au seuil de son admission à cette nouvelle institution formative, il priait ainsi: Jésus bon maître, Marie ma mère, je tremble en songeant à l'acte qui s'opère, au pas que j'ose porter sur le chemin du sacerdoce. Suis-je vraiment digne de le faire? Suis-je à même de mériter pareille grâce? Mon Dieu et mon tout, me voici, car avec vous je peux tout. Dirigez-moi, éclairez-moi et rendez-moi de plus en plus conscient de mon acte. Manifestement, cette prière lui a été productive pour la simple raison qu'il a été reconnu pendant les 8 années de son grand séminaire comme un excellent séminariste, un modèle des auxiliaires
comme il ressort dans les annales du grand séminaire Liberman Joué, baptisé à nos jours Grand Séminaire Émile Gagneta. Grâce à cet héroïsme d'esprit, il plongera doucement dans les eaux purifiantes et sanctifiantes du ministère sacerdotal pour le bien-être spirituel et évangélique du peuple de Dieu. sacerdotale et épiscopale. Le 6 novembre 1957, alors qu'il poursuivait sa formation de grand séminariste, l'admirable séminariste Émile fut admis comme sous-diacre. L'année subséquente, proprement le 23 février 1958, 4 mois avant la clôture de son cycle du grand séminaire, il fut ordonné diacre. 8 mois plus tard, par les mains de son Excellence Monseigneur Michel Bernard, archevêque métropolitain de Brazzaville, il fut ordonné prêtre de Jésus-Christ
le 26 octobre 1958 à la cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville pour le compte de ce dit archidiocèse. C'est le 5 jour de mon ordination sacerdotale à la cathédrale, pendant la messe pontificale commencée à 9h30. Quand nous arrivons, la cour est déjà comble de monde. J'ai récité mon chapelet, suppliant la Sainte Vierge d'être là et de bien vouloir être la gardienne indéfectible de mon sacerdoce. Je suis plein d'émotion, les larmes me viennent aux yeux quand je vais prendre place à la banquette et pendant l'imposition des mains de l'évêque et plus de 30 prêtres qui sont là. Je pleure. De tout mon cœur, j'acquiesce à devenir prêtre et à le rester toute ma vie. Et aussitôt, une joie indicible m'est montée au cœur, en même temps qu'un généreux désir de voir tous mes autres confrères devenir un jour prêtres comme moi. Ainsi, plusieurs autres enfants devinrent prêtres, religieux et religieuses. Affecté par son évêque de tutelle, l'abbé Émile Biayenda initiera les premiers pas de son ministère presbytéral à la paroisse Sainte-Marie de Wenze à partir du 15 septembre 1959. Acheminé à l'Université catholique de Lyon en République française, l'abbé Émile Biayenda obtiendra son doctorat en sciences sociales le 25 février 1969 sous le thème « Les coutumes et le développement chez les Bas-Congo du Congo-Brazzaville ». En outre, ayant servi d'une part de façon humble et dynamique les fidèles qui lui ont été confiés, ayant exercé efficacement d'autre part la fonction de vicaire épiscopal chargé des œuvres sociales, l'abbé Émile Biayenda, après 12 ans d'expérience de ministère sacerdotal, fut nommé le 7 mars 1970 archevêque coadjuteur de l'archidiocèse de Brazzaville avec droit de succession sous le ressort paternel du successeur de l'apôtre Pierre, le pape Paul VI. C'est avec grand bonheur et émotion débordante qu'il fut ordonné évêque à Rome en Italie le 17 mai 1970 à l'âge de 43 ans sous la consécration principale du cardinal Sergio Pignendoli. Lors de la mort de Monseigneur Théophile Mbemba, premier évêque congolais, décédé à la tête de l'archidiocèse de Brazzaville le 14 juin 1971, Monseigneur Biayenda prendra immédiatement le relais. En bon pasteur de ses brebis, il sera élevé à la dignité cardinalice 3 ans après, exactement le 2 février 1973, à l'âge de 46 ans, après l'annonce faite par le délégué apostolique du Congo, mandaté par le Saint-Père Paul VI. Sous le titre Cardinalis, cardinal prêtre de San Marco in Agro Laurentino, il recevra ensuite sa barrette cardinalis au consistoire du 5 mars de la même année et sera par ailleurs le plus jeune cardinal africain ainsi que le premier cardinal de la République du Congo jusqu'à nos jours. Une mort de martyr pour la vie bienheureuse. Créé cardinal de la Sainte Église romaine par sa sainteté le pape Paul VI, son éminence le cardinal Émile Biayenda sera enlevé dans sa résidence cardinalice
et assassiné barbairement dans un contexte socio-politique assez tendu. Le 22 mars 1977, 4 jours après l'assassinat horrible du président de la République d'alors, son Excellence Marien Ngouabi, le 18 mars 1977. Mais avant que sa mort n'arrive, possédant en lui une marque d'amour patriotique avéré et sentant venir petit à petit en lui l'odeur de la mort sur la base de plusieurs signaux, le cardinal Émile Biaïnda dissipait toute peur en une période où le climat national était essentiellement lamentable. En ces mauvaises circonstances sociales, il se prononçait courageusement comme ce pasteur promoteur de l'unité et de la paix au cœur de son aimable peuple et de son cher beau pays, le Congo français. Ainsi donc, à la veille de sa mort, le 22 mars 1977, par un dernier message qui serait pour nous testament emblématique, qui d'ailleurs reste d'actualité, il recommandait ce qui suit. À tous nos frères croyants du Nord, du Centre et du Sud, en mémoire du président Marien Ngouabi, nous demandons beaucoup de calme, de fraternité et de confiance en Dieu, Père de toute race et de toute tribu, afin qu'aucun geste déraisonnable ne puisse compromettre un climat de paix que nous souhaitons tous. Arraché brutalement et subitement à l'affection de sa famille biologique, ecclésiale et nationale à l'âge de 50 ans, le corps d'Émile Cardinal Biaïnda repose dans la cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville depuis le 27 mars 1977, tout près de celui de Monseigneur Théophile Mbemba, premier évêque noir de la République du Congo, après seulement une expérience sacerdotale de 19 ans, y compris ses 7 années d'épiscopat et ses 4 ans de cardinalat. Pour le reste, l'évêque résidentiel du diocèse de Pointe-Noire d'alors, Monseigneur Godefroy-Émile Poiti, exhortait le peuple de Dieu venu nombre dire un dernier adieu au bon cardinal Émile Biaïnda par ces termes de réconfort et d'espérance. Notre cher cardinal Émile est entré dans ce cortège de nos héros, témoins de la foi. Ils nous ont montré l'exemple afin que nous fassions comme eux. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu au chapitre 5, le verset 10. Une demande de béatification et de canonisation. À la demande de sa sainteté le pape Jean-Paul II, une demande de canonisation a été ouverte à la Congrégation pour les causes des saints en faveur du bon cardinal Émile Biaïnda, le 20 mars 1995. Dès lors, le titre posthume de serviteur de Dieu lui a été octroyé. Cependant, c'est seulement du 21 octobre 1996 jusqu'au 14 juin 2003 que l'archidiocèse de Brazzaville, par le biais de son Excellence Monseigneur Barthélemy Batantou, lancera le processus diocésain pour sa cause de béatification qui est actuellement en cours.
Après la fin du travail de la commission historique en 2014, la Congrégation pour les causes des saints validait le 29 mai 2015 le processus diocésain de la demande de béatification. Sûr de notre foi, de notre espérance et persévérance, nous attendons la béatification prochaine du bon cardinal Émile Biayenda. Au juste, qui donc est-il? En somme, marqué indélébilement des dons du Saint-Esprit, le pèlerin du Christ Émile Cardinal Biayenda a fait de la généralité de sa vie un pèlerinage de foi, un service d'amour, de charité, de pardon, de patriotisme, de l'unité, de la concorde et de la paix. Par son humilité, son obéissance et la simplicité de sa vie, il a été sans doute un élève solidement intellectuel et calme, un homme de spiritualité et de charisme extraordinaire, un homme de foi et de prière fervente, un homme de Dieu comblé et unique à son genre, un chrétien rempli de Dieu, qui savait s'abandonner incessamment entre les mains du Seigneur et qui savait donner Dieu aux autres, un abbé bon et saint, un pasteur très attentionné avec une grande capacité d'écoute et celle de résolution de tout type de problème, un évêque pastoralement fort, un citoyen sage et beaucoup expérimenté sur toutes les questions de la vie. Finalement, il est pour nous ce cardinal totalement baigné dans le sang du martyr, un modèle susceptible d'attirance aux valeurs chrétiennes, éthiques, morales et citoyennes incommensurables. Pour cela, il est actionné parmi les héros qui ont marqué l'histoire du XXe siècle, notamment en République du Congo et en Afrique. Mokonzi Nzambe, Tata wa biso, olakisaki na bato na mwana wayo. Yesu Kristu nzela ya bokonzi, walikolo pe ya bomoi walobiko. Opesa na mosaleli wayo, Cardinal Émile Biayenda. Mokonzi wa